Bienvenue, chère madame, cher monsieur, bonjour. Bienvenue à ce 12e webinaire Top Motors. Là, le sujet est l'optimisation énergétique des entraînements électriques. Je suis Antoine Maget, je travaille chez ECTS. Notre intervenant et expert est Nicolas Macabret. Ce webinaire est co-organisé par EZS et également Impact Energy. Il est soutenu par Suisse Énergie. Notre expert, on est bien content de l'accueillir, c'est Nicolas Macabret. Il est ingénieur EPFL. Il est également docteur en sciences techniques de l'EPFL en électromécanique. Il est fondateur d'une start-up dans le domaine de l'innovation, dans le domaine du transport. Il travaille depuis 2003 chez Planair. Depuis 2010, il est responsable du développement de l'activité d'optimisation des entraînements électriques. Il a en charge différentes missions, la conduite de programmes de soutien pour la Confédération et des cantons, la rédaction d'un guide des bonnes pratiques pour l'OFEN, la mise en place avec Top Motors et la HEIG du canton de Vaud d'une formation dédiée aux exploitants industriels, et il est également en charge du développement de l'outil Vélani. Donc nous sommes très contents d'accueillir notre expert aujourd'hui, Nicolas Macabret. Merci de venir. On vous souhaite à tous une bonne présentation, également à Nicolas Macabret, et donc je laisse la parole à notre intervenant. Bonjour. Bonjour Antoine, et puis, merci. Excellente présentation. Merci. Je vais donc vous entretenir des entraînements électriques et plus particulièrement d'un outil d'aide à l'analyse et à l'optimisation des entraînements électriques. Alors cet outil s'appelle Vélani Tool, il a été développé par Planair sous l'égide de l'Office fédéral de l'énergie. Et pour commencer, eh bien, on va situer un tout petit peu ces entraînements électriques en termes énergétiques. Les entraînements électriques, ils représentent une consommation d'à peu près 47% de la consommation totale d'électricité en Suisse, donc c'est le plus grand consommateur. Dans l'industrie, eh bien, ils représentent à peu près 75% de la consommation d'électricité, donc là, c'est très nettement le grand consommateur de sites industriels. Il y a un grand potentiel d'économie, en fait, sur les sites industriels, sur les entraînements électriques, mais il y a aussi passablement de freins à ces optimisations. Les entraînements électriques sont nombreux et très variés, et les industriels manquent souvent de connaissances, de méthodologies, d'outils et de temps pour s'intéresser, en fait, et se consacrer à l'optimisation des entraînements électriques. C'est là qu'intervient en fait l'outil Vélani. Son intérêt, c'est qu'en fait, il est des industriels en termes de méthodologie et d'analyse. Alors, comment sélectionner des bons entraînements ? Eh bien, c'est évident que lorsqu'on dit qu'il y a beaucoup d'entraînements électriques sur un site industriel, il faut savoir comment les sélectionner. Et donc, il y a plusieurs critères de sélection. Tout d'abord, il faut avoir un potentiel d'économie qui est élevé. Évidemment, on ne va pas s'intéresser à quelque chose qui ne représente peu d'intérêt. On veut une possibilité de mesurer et d'analyser ces entraînements électriques. On veut que les optimisations soient rentables. Et puis, on veut une mise en œuvre sans trop de difficultés. Alors, qu'est-ce qui répond le mieux à ces critères ? Eh bien, ce sont les entraînements électriques de type pompe, ventilateur, système d'air comprimé ou groupe froid. Concernant ces 4 types d'entraînement, on peut mentionner le fait qu'ils représentent la majorité, à peu près 70-80% de la consommation d'un site industriel, enfin de la partie électrique, la consommation électrique. Ils représentent aussi en nombre à peu près 75% des équipements qu'on trouve sur un site industriel. Et puis, ils ont aussi le plus gros potentiel d'économie. C'est pourquoi, en fait, on analyse en principe ce type d'entraînement. Et ce sont ceux que l'on peut traiter dans l'outil. Alors, quand on a une méthodologie, eh bien, ce qu'on cherche, c'est qu'on veut que l'exploitant sache ce qu'il peut entreprendre, comment il peut procéder, ce que ça va lui coûter au final et ce que ça va lui rapporter. Pour parvenir à ça, on a développé un outil qui est un outil de type multitâche, qui comprend plusieurs modules, plusieurs étapes, et il y a une toute première étape qui est un quick check, donc un check rapide, qui permet en fait de savoir, enfin qui permet à l'industriel de savoir si une démarche systématique vaut la peine, de déterminer quel est son profil en termes d'entraînement électrique, est-ce que son parc d'entraînement électrique est intéressant à analyser ou pas. Si c'est le cas, on passe à la phase d'analyse préliminaire dans laquelle on fait une première sélection d'entraînements électriques, donc on liste des premiers entraînements, et puis l'outil, lui, en fait, il fait une estimation des potentiels sur la base des quelques données qu'aura introduit l'exploitant ou l'utilisateur de l'outil.
Ça lui permet aussi, en fait, après, de classer. On aura un classement, en fait, par ordre d'intérêt de ces différents entraînements. Et puis, on pourra choisir lesquels méritent un approfondissement. L'approfondissement, il se fait à travers une analyse de détail. Donc, l'analyse de détail, elle se fait au travers de mesurages. Et puis, le résultat, c'est en fait une proposition chiffrée de mesures d'optimisation pour ceux qui sont les plus intéressants. On n'est pas obligé en fait de prendre dans l'ordre, de faire systématiquement toutes ces étapes. Un utilisateur peut, s'il a par exemple déjà présélectionné un certain nombre d'entraînements, il peut les introduire dans l'analyse préliminaire et déterminer quels sont les plus intéressants. Alors, avant de passer directement à l'outil, encore quelques mots sur la philosophie. Donc, c'est une démarche itérative et logique, et c'est aussi une démarche qui se veut complètement transparente. C'est-à-dire que dans l'outil, vous pouvez voir quelle est la logique qui est retenue, quelles sont les hypothèses, quels sont les calculs qui sont derrière toutes les évaluations. Cet outil, en fait, il est principalement basé sur des données statistiques, puisque au départ de l'analyse préliminaire, on a peu d'informations. Donc, avec ces quelques informations, à partir de données statistiques, on fait une évaluation d'un potentiel. Toutes les questions et toutes les valeurs qui sont demandées en fait, à l'utilisateur, elles sont associées à des aides. Donc l'utilisateur a la possibilité en fait, de savoir toujours pourquoi on lui pose cette question, qu'est-ce qu'elle concerne, etc. Donc il sait un peu où il va. Encore un point, les estimations d'économie, elles intègrent au maximum les informations qui sont disponibles. Ça veut dire que dans la phase d'analyse préliminaire, quand on a peu d'informations, eh bien on fait une évaluation qui est relativement sommaire. S'il se trouve qu'il y a par exemple des capteurs, des systèmes de mesure, par exemple des débitmètres et des choses comme ça, qui nous permettent d'avoir plus d'informations sur un entraînement, eh bien il y a la possibilité dans l'outil d'intégrer ces informations supplémentaires qui vont permettre de faire une analyse, une estimation des économies qui sera plus pointue. Voilà, on va passer maintenant à l'outil. Donc, on va passer à Excel, avec cet outil Excel. Alors, cet outil, en fait, il a été développé sous format Excel, donc sous Excel à la demande, en fait, de l'Office fédéral de l'énergie. Alors, ce n'est pas forcément Excel la plateforme de développement la plus conviviale, et puis pas celle qui a la meilleure portabilité, mais l'idée était en fait, dans cette phase-là, en tout cas, d'avoir quelque chose qui soit le plus transparent possible. On peut voir tout ce qu'il y a derrière, etc. Alors, l'outil, donc, quand on ouvre l'outil, on arrive sur un menu, et puis sur la partie gauche, on voit en fait un peu les phases. Donc il y a l'introduction qui vous explique comment ça fonctionne, ce que je suis en train de faire. On peut donner quelques mots sur l'entreprise. Ensuite, on a les phases, donc l'analyse, enfin le quick check, puis l'analyse préliminaire, avec les équipements qu'on peut sélectionner, les résultats, et puis l'analyse préliminaire plus, qui est en fait un module supplémentaire qu'on peut utiliser lorsqu'on a plus d'informations que quelques informations sommaires sur un équipement. Sur la droite, on voit en fait ce qu'on a déjà fait, où on en est en fait de l'utilisation. Alors ici, pour gagner du temps, j'ai déjà introduit quelques pompes, ventilateurs, etc. Et en fait, on voit en fait l'état où on en est de l'utilisation de l'outil. Donc on peut cliquer sur la partie gauche ou sur la barre de menu horizontale. Alors je vous propose de commencer en fait par le quick check. Donc le quick check, en fait, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour un industriel qui aurait encore peu entrepris de démarches sur ses entraînements électriques et qui se pose des questions, est-ce que ça vaut la peine de lancer quelque chose? Alors il y a une toute première vérification, donc on reste vraiment à un niveau macro ici, hein. On regarde la consommation d'électricité, est-ce qu'il y a au moins 100 MWh par an? C'est clair qu'on ne va pas lancer une grande démarche d'analyse si on a une toute petite consommation. On s'intéresse aussi, est-ce qu'il y a 15% au moins d'entraînements qui ont plus de 8 ans? Ça signifie simplement que là, on veut savoir si tous les entraînements ne datent pas d'il y a 2 ans, auquel cas, il serait assez difficile d'investir en fait, dans des nouveaux entraînements électriques. Alors, ce n'est pas parce que les équipements sont récents qu'ils sont parfaits. Il y a des démarches d'optimisation possibles, mais en termes d'investissement, c'est plus compliqué. Donc, si on a répondu à oui à ces 2 premières questions, on peut lancer la suite de ce quick check. Et puis, ce quick check a toujours, comme je l'ai dit, une vision macro. Donc, on a ici une évaluation en fonction de quelques paramètres qui sont, par exemple, la consommation d'électricité. Donc, plus la consommation est grande, plus on peut estimer qu'il y aura du potentiel. Il y a le secteur d'activité. Donc, on peut choisir le secteur d'activité de l'industrie qui, selon le type de secteur, va donner plus ou moins de points.
Autre point important, c'est l'âge. Comme je l'ai déjà dit, c'est important d'avoir des équipements plus ou moins âgés. Donc, en fonction de 3 catégories, si on est très âgé, moyennement âgé ou relativement récent, eh bien, on aura un certain nombre d'étoiles. Donc ici, on peut changer, on peut adapter, et puis ça va modifier le nombre d'étoiles. Donc il faut avoir un minimum quand même d'équipements âgés pour qu'on ait des points sur cette partie-là. Dernière partie sur ce quick check, c'est en fait toujours d'un point de vue macro, c'est quelles sont les installations qui sont présentes. On sait qu'il y a certaines installations, alors pas l'entraînement lui-même, mais les installations qui vont amener de fortes économies. Alors finalement avec ça, on check qu'il y ait des installations de froid, est-ce qu'il y a des stations de pompage, il y a des monoblocs de ventilation, est-ce qu'il y a un système d'air comprimé, est-ce qu'il y a d'autres gros entraînements, est-ce qu'il y a une chaufferie, est-ce qu'il y a des pompes de circulation. Alors on peut répondre oui, non à chacune de ces questions, et puis évidemment plus on a de ces types d'équipements qui présentent du potentiel d'économie, plus on aura un nombre d'étoiles élevé, une appréciation pour aller de l'avant. Il y a une autre question, encore une dernière question quand même, un dernier check qu'on fait, c'est que, évidemment, si sur les 600, par exemple, les 600 MWh de cette industrie, s'il y a une énorme part qui est, par exemple, des fours électriques, etc., ça veut dire que le potentiel sur les entraînements électriques sera plus faible. Donc, on check ça. Alors ici, l'évaluation de ce que j'ai pré-rempli ici, ça donne 2 étoiles, l'évaluation générale, et on nous donne comme message qu'il y a un intérêt à poursuivre avec l'analyse préliminaire. Voilà, donc je reviens à mon menu, on a décidé que, ok, on pouvait aller de l'avant avec l'analyse préliminaire. On peut s'intéresser donc à cette analyse préliminaire pour commencer par les pompes. Alors les pompes, en fait, on a ici un tableur, en fait, avec un certain nombre de questions. On peut introduire un certain nombre d'informations concernant les pompes qui nous intéressent. Et vous me direz, mais c'est quoi les pompes qui sont intéressantes? Eh bien, pour la sélection des pompes, on peut cliquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des aides. Voilà, on a une aide. Où trouver les entraînements pertinents, et puis par là, quand on parle des pompes, eh bien, on a un premier paragraphe qui nous explique comment introduire ces pompes dans l'outil. Cette liste de pompes, il se trouve qu'en fait, il est assez rare qu'une pompe soit toute seule. On a en général 2 pompes en parallèle qui travaillent alternativement. Donc, il y en a une qui fonctionne ou l'autre qui est en fait une pompe de réserve. Et dans ce cas-là, eh bien, on peut introduire les 2 pompes ou l'introduire en une seule fois. Il y a aussi le fait qu'il y a souvent des pompes qui sont en cascade. Et ces pompes en cascade, eh bien, il y a une pompe qui tourne. S'il n'y a pas assez de débit, on en met une deuxième, puis une troisième, etc. Donc là, on vous explique en fait comment introduire ça dans l'outil. Pour sélectionner quelles sont les pompes intéressantes, je prends par exemple le cas des pompes de circulation. Ici, on a une sélection qui se fait à travers 2 critères en définitive, qui sont le nombre d'heures de fonctionnement, combien d'heures par année tournent ces pompes, et puis la puissance minimale à considérer. Alors si la pompe en question, enfin les pompes qu'on pourrait considérer, elles tournent assez peu, 2500 à 3000 heures par an, eh bien il faut considérer une pompe d'une certaine taille, ici typiquement au moins 15 kW. Si elle tourne plus, eh bien, on peut prendre une pompe un peu plus petite, typiquement 10 kW, et puis si elle tourne tout le temps, eh bien, on peut se limiter peut-être à une pompe des 5,5 kW. Alors ces valeurs-là ne sont pas absolues. Si vous avez un site industriel, un très grand site industriel où vous avez 2000 pompes, eh bien, vous pouvez remonter finalement ces critères et puis dire que vous n'allez prendre au début que des pompes qui ont plus de 5000 heures de fonctionnement par année et une puissance plus grande que 15 ou 20 kW. Donc ça, c'est libre de choix. Vous avez encore ici au-dessous, dans cette aide, les sources d'économie. On vous décrit d'où viennent les économies sur les systèmes de pompage. Voilà. Alors, là, j'ai un petit problème. Voilà. Donc je reviens ici sur mes pompes. On voit en fait ici les informations qu'on peut demander. Donc il y a la localisation, il y a le nom de la pompe, on peut lui donner une identité pour qu'on la reconnaisse. Il y a la puissance nominale du moteur qu'on introduit. Vous me direz, comment est-ce qu'on connaît la puissance nominale du moteur? Eh bien on peut cliquer sur l'aide et puis ici on voit sur la plaquette, on voit kilowatt 37, ça nous donne la puissance du moteur. Il y a d'autres informations comme l'âge de la pompe, la classe d'efficacité du moteur. On a ensuite ici, on voit le nombre d'heures de fonctionnement annuel. Alors ici, typiquement, on avait 2 pompes en parallèle qui fonctionnent soit l'une soit l'autre à peu près en permanence. Et puis on les a introduits en deux pompes, même si elles ont le même temps de fonctionnement, parce qu'il y en a une sur laquelle le moteur a été changé. Peut-être le moteur de EF3, c'est un moteur de 98 originel. Et puis en 2010, peut-être on a mis un moteur IE2. Donc il n'y aura pas tout à fait le même potentiel d'économie, c'est pour ça qu'on les distingue.
La demande, est-ce qu'elle est variable? Oui. Est-ce qu'il y a un convertisseur de fréquence réglé? Donc on peut décider, oui ou non, pas de convertisseur de fréquence. Donc s'il n'y a pas de convertisseur de fréquence, ça veut dire que ces pompes sont réglées par des vannes qui vont, par étranglement, modifier le débit. Ensuite, on peut définir aussi est-ce que c'est une pompe de circulation ou une pompe de relevage. Donc une pompe de relevage, ça veut dire qu'on remonte d'un bassin A à un bassin B de l'eau ou un liquide, tandis qu'une circulation, c'est un circuit hydraulique fermé. Ensuite, on a la consommation, donc l'outil va évaluer la consommation de ces pompes. Alors comment fait-il? Donc on peut aller voir ici dans l'aide. Alors sur la base en fait de toute une série de projets qu'on a fait, d'analyse dans différents programmes, eh bien on a déterminé que quand la demande n'était pas variable, donc une demande constante, et qu'il n'y avait donc pas de convertisseur de fréquence, eh bien le taux de charge moyen du moteur, il est à peu près de 60%. À l'opposé, quand on a une demande qui est variable et qui a un convertisseur de fréquence, donc il y aura des modulations, des variations dans la demande, dans les débits, eh bien le taux de charge moyen du moteur sera plus faible, de l'ordre de 40%. Donc c'est sur ces bases-là qu'on calcule en fait la consommation, c'est le nombre de la consommation annuelle, c'est le nombre d'heures de fonctionnement fois la puissance nominale fois ce taux de charge entre 40 et 60%. C'est comme ça en fait que le système estime en fait la consommation actuelle. On peut forcer cette consommation si par exemple vous avez un capteur, un système qui mesure en fait la consommation d'électricité, eh bien on peut forcer cette valeur pour être plus précis. Voilà, ça c'est ce qui concerne les pompes. Donc si je reviens au menu, on a introduit ici typiquement 4 pompes. On peut venir aux ventilateurs. Alors les ventilateurs, c'est un peu les mêmes questions, donc je ne vais pas m'étendre, c'est un peu les mêmes questions que pour les pompes. Et puis là, j'ai introduit 3 ventilateurs. Voilà, je reviens à mon menu. Et en fait, alors j'ai introduit, vous verrez, donc j'ai introduit aussi dans le cas de cet exemple, de l'air comprimé et puis 2 groupes froids. Maintenant, si on s'intéresse à nos pompes et ventilateurs, on aimerait voir en fait quel est le résultat. Alors c'est quoi le résultat? C'est finalement, c'est sur la base de ces données, quelle est l'estimation d'économie que fait l'outil. Alors, si on va sur la page résultats, en fait, on a ici un résumé des résultats. Donc on a ici les économies des installations intéressantes, les économies des installations un peu moins intéressantes, et puis en fait on voit les couleurs, ça signifie est-ce qu'il est recommandé d'approfondir ou pas le système. Alors typiquement, c'est très recommandé quand on a une économie absolue de plus de 20 MWh par an, et puis plus que 20% de gain sur la consommation. Alors qu'est-ce qu'on a en fait, qu'est-ce qu'on aperçoit? Eh bien, si je prends le cas d'une pompe, on voit la pompe, le type, le nom de cette pompe. On a une colonne qui donne les économies en pourcent, une colonne qui donne les économies en kilowattheures par an, et on voit en fait que le classement a été fait en fait selon les équipements, selon l'équipement qui a le plus, de plus au moins d'économies, donc en absolu. Donc ici, on voit par exemple un des groupes froids a une économie estimée de 215 000 kWh par an, donc il est en position 1, plus 166 000, plus 42 000, voilà. Donc on voit la pompe, typiquement une pompe qui a 13% ici. On voit les économies aussi en francs, quand on a introduit typiquement le prix du courant. Et puis on a une économie sur 4 ans. Alors vous me direz pourquoi vous avez mis une économie sur 4 ans? Eh bien en fait on n'a pas fait, à ce stade-là, compte tenu des données à disposition, on n'a pas fait d'estimation de l'investissement. Par contre, eh bien on peut mettre en regard un futur investissement avec les économies qui seront assurées sur 4 ans. Ça nous permet de discuter du temps de retour. Cette pompe P2 relevage qui a 13% d'économie, on voit sur la droite, il vous est proposé en fait d'où viennent l'origine des gains. Donc on a des gains technologiques, donc du fait qu'on a une nouvelle pompe, il y a 5%, et puis un gain de redimensionnement, ça veut dire qu'en fait on est parti du principe que la pompe n'était pas suffisamment bien dimensionnée et qu'en la redimensionnant on gagnerait encore quelque chose. Voilà. Je vais encore passer, vous voyez en fait ici, donc il y a ce classement des équipements les uns par rapport aux autres, et puis vous voyez que certains équipements ont un rectangle grisé, donc typiquement ici, et en fait on voit que c'est marqué voir AP+. AP+, c'est l'analyse préliminaire plus, c'est justement ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est quand on a plus d'informations, eh bien on peut aller, introduire ces informations supplémentaires. Alors je clique sur mon petit carré, et puis je retrouve la pompe, la P11, là, ce sont les informations qu'on a déjà données tout à l'heure, et dans le cadre typiquement d'une pompe, eh bien l'information supplémentaire, ça peut être le débit. Alors ici, on peut introduire des informations supplémentaires en termes de débit. C'est typiquement quel est le débit maximal qu'on a mesuré, par exemple, sur une année, par rapport au débit nominal. Donc ça signifie, par exemple, si c'est 100 m3, c'est le débit nominal qui figure sur la plaquette ou sur les caractéristiques, et puis qu'on a mesuré 60 m3 au maximum, eh bien le débit maximum sur une année, c'est 60% du débit nominal.
On peut aussi introduire une autre valeur qui est la puissance nominale à l'arbre, nominale cette fois-ci, donc on part en fait des caractéristiques de la pompe, du débit et de la pression nominaux, et puis en fait à ce moment-là, on peut, avec débit-pression, on a la puissance hydraulique, qu'on divise par le rendement de la pompe, et on trouve la puissance à l'arbre. Et avec ces deux valeurs, en fait, qui montrent en fait finalement le fonctionnement réel de la pompe, eh bien, on peut déterminer les puissances dans différentes catégories de débit. Donc on appelle ça un débit classé, c'est-à-dire qu'on a regardé le débit sur une année, comment est-ce qu'il variait, et puis on l'a classé en 4 catégories, de 0 jusqu'à 100% de ce débit maximum qu'on a enregistré. On introduit le nombre d'heures dans chacune des catégories, et puis l'outil, lui, il calcule en fait les puissances correspondantes ici. On voit en fait ce profil, donc on voit combien d'heures par année on passe dans chaque catégorie de débit. Alors ça sert à quoi de faire ça? Eh bien ça sert en fait à faire que les calculs des économies, les économies ne sont pas les mêmes en fonction du débit. Alors ici, on a reporté la consommation actuelle dans les différentes classes de débit, et puis on voit aussi les économies qui sont dues au redimensionnement, au réglage à travers l'ajout de convertisseurs, et puis à l'amélioration due aux technologies plus récentes. Et on voit typiquement que dans la catégorie de débit maximum, eh bien, le fait d'avoir rajouté un convertisseur de fréquence, eh bien là, ça n'apportera pas d'économie puisque on est au maximum du débit, donc on sera à 50 Hz. Donc là, le convertisseur n'amènera rien, alors qu'il amènera beaucoup d'économies dans des classes de débit plus faibles. Voilà. Donc on a maintenant la synthèse, c'est la somme de ces économies, et puis on a maintenant une économie qui est plus précise. Donc si on revient sur le résultat, eh bien on constate en fait qu'on a ce nouveau calcul qui se veut, enfin qui normalement est plus précis que l'estimation qu'on a fait sur des calculs qui étaient basés sur des hypothèses ou sur moins de données. Voilà. Maintenant, on a parlé des pompes et des ventilateurs, et je vais maintenant vous parler de l'air comprimé, qui est le troisième type d'installation qu'on considère. L'air comprimé, en fait, il y a une approche un peu différente parce que dans l'air comprimé, c'est plus une approche système. Sur les pompes, on a considéré les pompes les unes par rapport aux autres, etc. Sur l'air comprimé, en général, on a un système d'air comprimé, un réseau d'air comprimé, et on pose des questions au niveau du système. On pose des questions à l'exploitant, typiquement, est-ce que vous avez déjà optimisé la pression? On sait qu'il est important de pouvoir réduire la pression au maximum, puisque un bar de baisse de pression, ça représente à peu près 7% d'économie. On veut aussi savoir si vous avez fait des analyses sur le réseau d'air comprimé, sur son étanchéité. L'air comprimé, il y a beaucoup de fuites, il y a beaucoup de problèmes de fuite, et puis il y a une grosse consommation qui est associée à ces fuites, et on peut, à travers une aide, il est possible, il y a une aide, en fait, un toolbox de Suisse Énergie, que je ne vais pas ouvrir ici, mais en fait, qui vous permet de faire une évaluation de l'état de votre réseau. Et là, on peut sélectionner, est-ce que le réseau est étanche, presque étanche, peu étanche, etc. Donc là, on a un réseau qui est peu étanche, on a 20% de fuite, taux de fuite de 20%. 10% c'est bon, 50% on le trouve parfois et c'est catastrophique. Le nombre de compresseurs, combien il y a de compresseurs qui fonctionnent en simultané, donc on peut introduire cette donnée, ça a une importance au niveau des réglages. Et puis le système de commande électronique centralisé, est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'il n'y en a pas, ou est-ce simplement une cascade qui s'enclenche et se déclenche? Alors si on a un système électronique centralisé, ça a un certain nombre d'avantages parce que ça enclenche les bons compresseurs au bon moment, et puis ça a aussi la possibilité en fait de réduire finalement par rapport à un enclenchement en cascade le niveau de pression. Donc on a des gains à travers ça. Alors ça, c'était pour l'aspect, je dirais, un peu système. Et sur cet air comprimé, on a quand même deux compresseurs. Donc on a une puissance nominale du compresseur, on a l'année de construction du compresseur, on a le nombre d'heures de fonctionnement annuel. Donc on voit ici qu'on a 10 000 heures au total. Donc c'est pour ça qu'il y a des périodes, des phases où il y a deux compresseurs qui tournent simultanément. Le taux de charge, c'est quoi le taux de charge d'un compresseur? Alors ça dépend si le compresseur a ou n'a pas de convertisseur de fréquence. Donc sans variateur, le taux de charge, ce sont les heures de fonctionnement en charge sur la somme des heures de fonctionnement en charge et à vide. C'est ainsi qu'on définit le taux de charge d'un compresseur. De nouveau, là, est-ce qu'un compresseur est sur variateur, oui ou non? Eh bien, ici, on a répondu que non, un est sur variateur, l'autre non. Et puis, on a une estimation, ici, de la consommation électrique annuelle de chacun de ces deux compresseurs. On peut de nouveau forcer la consommation si on l'a. Voilà. Si je retourne à mon menu, donc on voit qu'on a un compresseur d'air comprimé. Je peux venir voir mes résultats et on voit en fait on constate que l'air comprimé, c'est le deuxième équipement le plus intéressant en termes d'économie absolue en kWh par an.
Vous voyez ici que, de nouveau, l'origine des gains n'est pas précisée parce que c'est marqué « voir », c'est indiqué « voir l'analyse préliminaire plus ». La case est aussi grisée, donc on peut cliquer dessus. Et puis, on a de nouveau ici la répétition de ce qui a été introduit dans l'analyse préliminaire, les informations déjà remplies sur les deux compresseurs, et on peut préciser en fait maintenant un certain nombre de questions supplémentaires. Quel est le type de compresseur? C'est qu'on n'a encore pas dit, hein, c'est des compresseurs à vis, c'est des compresseurs à piston, etc. On peut choisir. Quel est le mode de réglage du compresseur? Alors ici on ne nous propose rien parce que c'est celui qui est sur variateur, et ensuite on a un autre compresseur qui est en marche arrêt. On demande aussi le taux de charge quand on est en période de non-production. On demande la pression maximale, donc des données en barre qui sont données en fait sur les informations du fabricant. Un autre élément important, c'est en fait on peut estimer en fait quelle est la qualité des compresseurs d'air comprimé. Alors pour le savoir, on passe par la puissance spécifique effective, et cette puissance spécifique, ce sont des kilowatts en fait par mètre cube minute. Donc, on peut, ces données-là, et la pression de service, etc., ces informations-là figurent en fait sur les données du compresseur, sur les caractéristiques du compresseur, et puis, voilà, on peut les introduire en fait dans l'outil, et on a ici un graphique qui nous montre, en fait, c'est un peu un graphique qui représente ce qui a été tracé sur la base d'un très grand nombre de compresseurs actuels. On voit en fait où se positionnent les deux compresseurs qu'on a, avec les données qu'on a repris du fabricant, et on voit en fait ici on a une courbe noire qui est la courbe en fait qui nous indique que là on est très bon. La courbe rouge on est encore bon, et on devrait se trouver finalement entre la courbe noire et la courbe rouge. On voit qu'un de nos compresseurs est moyen, enfin il n'est pas extraordinaire, et puis il y en a un qui est franchement mauvais. Alors l'outil, qu'est-ce qu'il fait? À partir de là, eh bien, il détermine pour les besoins de ces deux types de compresseurs qu'apporteraient deux nouveaux compresseurs. Donc on voit que si on mettait des nouveaux compresseurs, ils auraient une puissance spécifique de 5,5 kW par mètre cube minute à 8 œufs et à 8 bars. Sur cette base, on fait une estimation avec les compresseurs plus efficaces, combien est-ce qu'on va gagner. Donc on voit que sur celui qui est vieux, on va gagner plus. On a aussi le gain associé au fait qu'on ajoute un variateur, et puis on a les économies associées au remplacement des compresseurs. Mais l'air comprimé, ce n'est pas que des compresseurs. On peut s'intéresser aussi au type de sécheur, donc toujours dans la production. Si on n'a pas un besoin trop important, enfin trop bas en termes de points de rosée, on peut utiliser un sécheur frigorifique. Si on a choisi, si actuellement il y a un sécheur par absorption, eh bien on pourrait le remplacer par un sécheur frigorifique, et on voit ici l'économie que ça donne. Un autre point sur lequel on peut gagner beaucoup dans l'air comprimé, c'est en fait la pression de consigne. La différence entre la pression de consigne, c'est celle qui est par exemple donc en sortie des compresseurs ou sur le stock tampon, et puis la consommation, enfin le besoin de pression des utilisateurs. Donc ici on voit qu'on a un gros différentiel, et on estime en fait de combien on pourrait baisser cette pression de consigne. Alors on ne peut pas la baisser évidemment jusqu'au niveau des consommateurs, mais ici il y a un calcul qui est fait et ça donne des économies supplémentaires. Voilà. Toujours au niveau de cette analyse préliminaire plus, on peut s'intéresser en fait au sectionnement du réseau. Ça signifie que certaines parties du réseau d'air comprimé ne sont pas utiles, par exemple le week-end. Par contre, d'autres doivent être alimentés, donc le système reste en fonctionnement. Mais sur ceux qui finalement n'ont pas besoin d'air comprimé pendant le week-end, eh bien si on les laisse telles quelles, ce sont des fuites supplémentaires inutiles. Donc on peut déterminer quelle est la partie qu'on pourrait couper, qu'on pourrait sectionner pendant le week-end afin d'éviter ces fuites. Voilà, il y a encore une ou deux questions qui sont posées, et en fait, le potentiel d'économie final, en fait, on voit ici 166 000 kWh par an, et en fait, on voit la décomposition selon le type d'optimisation qu'on propose. Une dernière chose qui n'est pas une consommation électrique, mais c'est la chaleur. En fonction de toutes les données qu'on a sur ce compresseur, eh bien, on détermine, en fait, si ce n'est pas encore le cas, quelle quantité de chaleur on pourrait récupérer. Voilà. Donc on en est, je reviens à mes résultats, donc on a les résultats qui sont classés, donc de tous ces équipements qu'on a introduits, certains très intéressants, d'autres moins. Et en fait ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ces résultats sous une forme de synthèse. C'est un tableau un peu plus synthétique qui vous montre en fait, qui résume ici quelles sont les économies associées en fait aux analyses très recommandées, aux moyennement recommandées et puis celles qui ne sont pas vraiment recommandées. On voit ici que par type d'équipement, sur les pompes, les ventilateurs, l'air comprimé, les groupes froids qu'on a introduits, où sont les consommations et où sont les gains.
Voilà, donc en dessous, en fait, on a de nouveau mis ce tableau qui nous montre en fait le classement des équipements les uns par rapport aux autres. Voilà, j'en aurais terminé avec la présentation de l'outil. Je vais maintenant conclure. Alors, si on peut retourner sur le fichier PowerPoint. Voilà. Alors, les analyses de détail, donc maintenant on a sur la base de la synthèse, le tableau de synthèse que je vous ai montré, il y a deux options qui sont possibles. Pour certains équipements, on peut faire des optimisations sans faire d'analyse de détail. C'est typiquement l'air comprimé. Si on vous propose de faire une recherche de colmatage des fuites, un abaissement progressif de la pression, le remplacement du sécheur, etc., il y a certaines choses, certaines options, certaines actions de performance énergétique qu'on peut faire sans aller plus loin avec des analyses de détail. Pour d'autres, on a besoin d'analyse de détail, et ça, c'est les modules que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui, mais on a des modules d'analyse de détail qui sont en fait des modules qui servent en fait comme des recettes de cuisine finalement, qui vous disent pour des différents types d'équipements, comme des pompes par exemple, quelles analyses de détail sont adéquates en fonction de la situation et comment les conduire. Donc, il y a comment réaliser des mesurages, il y a des recettes sur comment réaliser les mesurages. Alors, ces propositions, elles sont plutôt destinées en fait là au soutien aux spécialistes externes qui va faire des analyses de détail en équipant avec des capteurs de pression, de débit, etc., les installations les plus intéressantes. Voilà. Et au final, donc une fois qu'on a fait ces analyses de détail, eh bien, on les sort, elles sont sorties sous un format en fait de nouveau comme une synthèse des économies, mais cette fois-ci, il n'y a pas seulement les économies, il y a des économies, qui sont plus précises, et puis il y a, en plus des économies, il y a le coût, et puis le temps de retour, etc., qui vous sont proposés. Voilà, j'en aurais terminé avec cette présentation. Vous avez la possibilité, donc l'outil Velani Tool est en libre accès, sous l'adresse que vous voyez affichée. Et puis, c'est avec plaisir qu'en fait, qu'on aurait vos retours pour ceux qui sont intéressés à l'utiliser et ceux qui ont des questions, etc. On est à disposition. Voilà, maintenant, je suis à disposition pour quelques questions et je vous remercie de votre attention. Monsieur Macabré, merci beaucoup pour votre présentation détaillée. On va maintenant passer à la deuxième partie de la présentation. Il s'agit donc de vos questions. On a eu des questions pendant la présentation. Vous avez toujours l'occasion d'en poser, donc n'hésitez pas à pianoter sur votre ordinateur. La première question porte sur le Quick Check. Visiblement, des domaines d'activité sont plus intéressants que d'autres et donnent plus de points. Pourquoi ? Alors, c'est simplement, en fait, on a réussi à déterminer que selon les types d'activités, selon les branches d'activité, si on veut plutôt de la mécanique ou de l'alimentaire, etc., il y a dans certaines branches, mais notamment l'alimentaire ou la pharma, etc., il y a beaucoup d'équipements qui sont les équipements qui présentent le plus de potentiel. Alors c'est simplement pour dire que si votre site industriel appartient à ces types je dirais de branches économiques, eh bien, il y aura un potentiel qui est plus grand et parce qu'il y a plus d'équipements, typiquement des pompes, des choses comme ça, qui permettent en fait de faire des économies. Donc c'est pour ça que les branches industrielles les unes par rapport aux autres ne sont pas égales en termes d'entraînement électrique. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une deuxième question. Cette deuxième question porte sur l'analyse préliminaire des pompes. Vous demandez dans le menu déroulant s'il s'agit d'une pompe de circulation ou d'une pompe de relevage. En quoi cette distinction est-elle utile ? Alors oui, c'est une question, c'est un point important dans le domaine des pompes. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez une pompe de relevage par rapport à une pompe de circulation, sur une pompe de relevage, vous avez une hauteur statique, c'est-à-dire à la base, à débit nul, vous avez de toute façon une hauteur à compenser, une différence de hauteur qui ne dépendra pas du débit. Et dans ce cas-là, en fait, quand on va travailler avec un variateur de fréquence, eh bien, enfin, si je résume en disant plutôt que l'économie, en fait, elle se fait quand on met un variateur de fréquence, elle se fait dans le sens que, au lieu de fermer une vanne et d'avoir la pression qui augmente, on peut réduire en fait le débit et réduire la pression grâce à ce variateur.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une hauteur statique, donc quand on a une pompe de relevage, eh bien, le gain en fait est plus faible parce que quand on se rend en direction de la base, du débit nul, eh bien, en fait, la baisse de pression sera moindre et on aura moins d'économie en mettant un variateur sur une pompe de relevage que sur une pompe qui est sur un circuit hydraulique fermé. Donc c'est pour ça qu'on fait cette distinction, parce que quand on nous dit, on nous précise la chose, eh bien l'évaluation qu'on fait de l'économie n'est pas la même. Très bien, merci. Une nouvelle question, une bonne question. Niveau d'expertise nécessaire pour utiliser l'outil Vellani et ses différentes parties? Faut-il avoir un ingénieur externe ou le personnel technique de l'entreprise peut-il le faire lui-même? Alors l'objectif de cet outil, c'est en fait qu'il couvre les deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'outil, en tout cas j'irai jusqu'à l'analyse préliminaire, comme je l'ai dit, qui est prévue pour être accomplie par le personnel de l'usine tout seul. Maintenant, il y a des questions qui sont posées. Donc dans l'analyse préliminaire, les questions sont relativement simples. Ce sont des informations qui sont relativement simples à trouver. Si on ne sait pas où les trouver, il y a toujours l'aide qui nous l'explique. Et puis, donc, sur cette partie-là, avec ces informations relativement simples, on fait un premier potentiel. Alors, c'est clair que ce potentiel n'est pas extrêmement précis, vu si on n'a donné qu'un minimum d'informations. Par contre, si on a plusieurs équipements, ça permet quand même en fait, de classer les équipements les uns par rapport aux autres. Pour l'analyse approfondie, c'est clair que c'est plutôt, en fait, comme je l'ai dit, un outil qui donne des recettes de cuisine à un expert externe qui viendrait faire des mesurages, un ingénieur qui vient de l'extérieur et puis qui vient pour faire une analyse approfondie sur quelques équipements sélectionnés. À ce moment-là, c'est plus une aide, alors qu'il choisira d'utiliser ou pas, mais ça lui montre quelles questions se poser, quelles sont les bonnes questions à se poser avant d'attaquer l'analyse d'une pompe, par exemple, et puis ça lui explique, selon ses réponses, quels mesurages sont opportuns. Il n'est pas toujours nécessaire de faire tous les mesurages possibles et imaginables. Hein. On va essayer d'optimiser la chose aussi. Et puis, eh bien, ensuite, grâce à ces mesurages, eh bien, on pourra caractériser parfaitement l'équipement et puis définir de manière précise eh bien, un dimensionnement pour un équipement de renouvelé, en fait. Mais cette partie-là, elle concerne, il faut avoir des équipements de mesure, etc., de mesurage. Donc pour ça, c'est plus lié à un expert externe. Nous avons une nouvelle question. Cette question porte sur l'apport réel des données supplémentaires que l'utilisateur fournit dans l'analyse préliminaire plus. Alors, on aimerait savoir quel est finalement l'apport réel de ces données supplémentaires. Alors, je dirais que l'apport, il est de deux ordres. La première chose, le premier intérêt, c'est, comme je l'ai dit dans la présentation, c'est en fait l'intérêt est d'utiliser au maximum les informations qui sont disponibles. Si on a des données qui sont disponibles, si on a des informations plus que les quelques informations de basiques qu'on demande dans l'analyse préliminaire, eh bien, ça permet de les valoriser. Et on a en fait, grâce à ça, une analyse plus précise. Et avec cette analyse plus précise, on aura des résultats, des économies potentielles qui seront plus correctes, plus proches de la réalité. Le deuxième point, c'est que bien, grâce à cette analyse préliminaire plus, ces informations supplémentaires qu'on peut avoir, pour certains équipements, ces données supplémentaires suffisent en fait à décider de quelle optimisation on veut faire, quelle optimisation on veut lancer, sans qu'il y ait besoin en fait de faire des analyses de détails avec des mesurages, des choses comme ça. Donc il y a un double intérêt en fait à s'intéresser, à mettre à profit ces informations supplémentaires. Très bien, merci pour ces explications. Une question qui vient de nous parvenir, elle porte sur le degré de précision des résultats d'économie calculés par l'outil. Quel est ce degré de précision, M. Macabret? Alors, dans l'analyse préliminaire, les données de l'analyse préliminaire, qui sont quelques données qui sont demandées, hein, on demande la puissance, les heures de fonctionnement, l'âge, etc. Avec ces données-là, l'outil n'est pas très précis. En fait, comment fait-il comment établit-il ces économies? On peut le trouver, hein, si on va sur l'outil, on va chercher, on peut voir tous les tableaux qui montrent comment sont faites les estimations. Ces estimations ne sont pas très précises, là on parle de 30%, plus ou moins 30% dans le tableau de résultats. Ça peut être 30, ça peut même être un peu plus.
un peu moins précis que ça. C'est surtout, dans ce cas-là, c'est surtout en fait cette phase-là nous sert finalement à déterminer quel est l'intérêt d'aller plus loin. Alors c'est clair que quand on dit qu'il y a un potentiel d'économie de 25%, eh bien normalement c'est pas 5%, puis c'est pas 80%, c'est autour de 25%, mais ça peut être entre 20 et 30 ou entre 15 et 35%. Mais ça nous permet de savoir quand même, est-ce qu'il y a un intérêt à lancer des analyses plus approfondies. Et comme je l'ai dit, ça permet en fait de classer les équipements les uns par rapport aux autres pour se concentrer sur ceux qui en sont les plus intéressants. Mais on ne peut pas tabler sur cette précision, sur ce résultat d'analyse préliminaire pour prendre une décision de remplacement d'un équipement, par exemple. C'est plutôt pour donner une indication de comment dans quel cas est-ce qu'il faut aller plus loin et est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin. Nous avons encore deux questions. Hein. S'il y en a une que vous voulez encore poser, c'est encore le dernier moment. L'avant-dernière question pose sur le fichier résultat. Il est noté dans ce fichier résultat des économies à plus ou moins 30%. Comment est établi ce niveau de précision à plus ou moins 30%? Alors, j'ai un petit peu répondu en fait dans la question précédente. Cette économie, 30%, c'est une donnée statistique. Donc en fait, ces économies, donc, comme je l'ai dit, l'évaluation, elle se fait sur la base on a conduit plusieurs centaines d'analyses approfondies, et sur ces analyses approfondies, eh bien, on a réussi à déterminer quelle était l'économie associée finalement à un mauvais dimensionnement. Alors typiquement, si je prends l'exemple d'une ventilation par exemple, si on a une ventilation, eh bien, il y a un certain dimensionnement au moment de la réalisation, de la construction. Est-ce que ça a été bien dimensionné, pas bien dimensionné? On sait qu'on prend souvent ceinture et bretelles et qu'il y aura déjà un surdimensionnement. Et par la suite, si l'équipement est vieux, eh bien, il y a sûrement eu des modifications, enfin il y a souvent des modifications du côté des utilisateurs, mais qui n'ont pas forcément conduit à une adaptation côté de la fourniture de l'air. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a vu que en gros, je dis par exemple pour les ventilateurs, typiquement, on a en gros, dans 80% des cas, en fait, des ventilateurs qui sont mal dimensionnés. Alors, on fait une analyse sur cette base statistique. On dit, bien voilà, en principe, ils sont mal dimensionnés de 20%, etc. Parce qu'il faut savoir, typiquement, si on prend un ventilateur ou une pompe, un mauvais dimensionnement, c'est pas comme sur un moteur. Si vous avez un moteur qui a un taux de charge de 50% plutôt que 100%, eh bien, en termes d'économie, si vous changez puis vous redimensionnez le moteur, vous pourriez gagner 1 ou 2%, donc pas beaucoup. Sur un ventilateur ou une pompe, le fait d'avoir mal dimensionné, si vous aviez dimensionné pour 100 m3 et puis qu'en réalité vous travaillez à 50 m3, eh bien le ventilateur ou la pompe, eh bien ils auront un rendement qui va passer peut-être de 80% au nominal à 60 ou 50%. Et ça veut dire que vous perdez 25% d'énergie dans le ventilateur. Et il vaut vraiment la peine en fait là de s'intéresser, de faire une adaptation, de faire un redimensionnement. Mais c'est clair qu'il y a une marge statistique. Nous, en fait, on s'est rendu compte quand même que quand on fait une analyse préliminaire et par exemple, on fait une analyse préliminaire de 10 équipements, puis qu'ensuite on fait l'analyse de détail de ces 10 équipements, en général, on a 8 sur 10 où on a une confirmation, un peu plus, un peu moins, souvent un peu plus d'économie que ce qui est estimé au niveau de l'analyse préliminaire. Mais il y a aussi le fait que de temps en temps, eh bien, on a fait, statistiquement, on s'est dit que c'était mal dimensionné, mais c'est bien dimensionné. Donc, il n'y a pas d'économie sur ce côté-là. Mais c'est quand même pour l'industriel, pour la personne qui a un gros ventilateur qui tourne et qui consomme 100 000 kWh par année, eh bien de savoir qu'il est bien dimensionné, c'est une information qui est intéressante aussi. Alors vous êtes toujours actif, puisqu'on a encore une dernière question là, dans les dernières secondes. Elle porte sur les soutiens financiers. La question est la suivante. Quels sont les soutiens financiers existants pour accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur entraînement électrique? Alors, il y a plusieurs soutiens financiers qui existent, notamment nous, alors à titre personnel, nous on s'occupe d'un programme qui s'appelle le programme SPEED 2, qui est un programme en fait qui aide aux analyses et à la mise en œuvre d'optimisation.
Donc c'est un programme, ce programme SPEED 2, qui permet en fait de faire une analyse préliminaire, de considérer les équipements. Donc typiquement, on peut se baser, si l'industriel n'a pas encore identifié les équipements intéressants, on peut se baser sur l'outil, donc on peut faire ça par l'industriel ou l'accompagner dans cette démarche. Et puis, cette analyse, cette préanalyse en fait est gratuite. Donc on accompagne gratuitement l'industriel. Ensuite, si on se rend compte qu'il y a des équipements pour lesquels il serait extrêmement intéressant de faire une analyse approfondie, on peut faire cette analyse approfondie, c'est quelque chose qu'on fait, donc on a une large expérience là-dedans. Et on fait cette analyse approfondie et elle est couverte à 50% par le programme. Donc 50% est à charge de l'exploitant. Et puis ensuite, lorsqu'il y a la part de la mise en œuvre, eh bien, il y a un soutien financier, pour autant que la mise en œuvre ne soit pas rentable, c'est-à-dire en Suisse, de point de vue de l'OFEN, etc., ou de ProKilowatt, eh bien, il faut que le payback soit de plus de 4 ans. Donc le temps de retour doit être de plus de 4 ans, donc 4,1 ans, c'est bon. Ça signifie que si vous avez ça, eh bien, vous aurez un soutien. Et ce soutien, en fait, dépendra de deux choses, de l'âge de l'équipement actuel. Plus il est récent, ça veut dire que plus vous anticipez un renouvellement parce que vous voulez faire des économies d'énergie, plus ce soutien sera grand. Et ensuite, on s'assure aussi que les économies, que le soutien, le nombre les centimes par kilowattheure qu'on va vous donner soit aussi réaliste. Évidemment, on ne va pas donner un énorme soutien à quelqu'un qui a fait très peu d'économies, parce que dans le programme, il n'a plus d'argent après peu de temps. Donc il y a un soutien. Je résume, le programme SPEED 2, par exemple, permet de faire les préanalyses gratuitement, des analyses approfondies s'il faut en faire, si c'est intéressant, mais ça, là aussi, le client, l'industriel a le choix. S'il décide de le faire, si c'est intéressant, eh bien, là, c'est 50% de soutien. Et puis, le soutien aux investissements, c'est jusqu'à 40%. Je ne l'ai pas dit encore. Ça peut être jusqu'à 40% de l'investissement si le système n'est pas très ancien et puis si l'efficacité du soutien est avérée. Mais en général, donc, c'est entre 15 et 40% de soutien aux investissements. Monsieur Macabré, merci beaucoup pour votre présentation. Merci aussi beaucoup pour vos explications lors de toutes ces questions. Merci à vous pour avoir posé toutes ces questions. C'est toujours plaisant d'avoir un public aussi actif. On va laisser le dernier mot à Monsieur Macabré et on lui donne donc la chance de faire une dernière conclusion pour ce webinaire. Merci. Je remercie tous les auditeurs de leur participation. Et puis, ce que je peux simplement dire, c'est que par rapport à cet outil, je peux répéter le fait qu'il est vraiment à disposition. Nous sommes aussi à disposition pour vous appuyer. Mais l'intérêt, c'est que le plus possible de gens l'utilisent. Il est encore, on n'a pas fini, il est en phase. On peut encore l'optimiser. Ça fait encore partie de notre mandat auprès de l'OFEN. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des suggestions. Si vous avez des difficultés, eh bien, on vous aidera très volontiers. En tout cas, merci pour votre attention. Écoutez, Monsieur Macabré, merci beaucoup. Merci pour votre présentation détaillée. C'était un plaisir. Merci pour vos explications pédagogiques lors des questions. Je vais maintenant passer finalement à l'exposition des événements qui vont venir de WebMotors. Alors, dans les prochains mois, vous aurez l'occasion de participer à plusieurs webinaires, 3 en particulier. 2 sont en allemand, 1 est en anglais. Vous avez les dates, inclus, écrites sur les différents webinaires avec les différents intervenants. Donc aussi avec les thématiques. Tout ça est accessible sur le site Top Motors. Une table ronde est également organisée. Elle aura lieu à Energissima. Donc c'est le 24 avril 2020. Notez ça bien sur vos calepins. L'intitulé de cette table ronde est l'optimisation du processus de production et des infrastructures dans l'industrie. Des formations continues vont être organisées également. Elles auront lieu à Yverdon, à Orves, à Bâle. Vous avez également là les différentes dates. Donc ça se déroule de mars jusqu'à septembre. Elles portent sur l'optimisation des entraînements électriques. Vous avez également en bas le lien pour avoir accès à ces différentes dates.
dernier point, c'est le Motor Summit 2020 qui a lieu à Zurich, à la Stiftung zum Glockenhaus. Ce summit a lieu en anglais. Et là, encore une fois, vous avez le lien disponible sur le site internet. Donc, il est l'heure de conclure. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, public, à vous qui avez posé des questions, qui avez été actifs. Merci beaucoup à Monsieur Nicolas Macabret pour sa présentation, ses explications. Vous avez ses coordonnées, donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à les poser et on sera ravis de vous voir aux prochains événements webinaires. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.